Bonjour à tous. Je vais commencer parce que je crois on a un timing très serré. Donc moi, je vais vous parler de l'imagerie. Je suis radiologue et je vais donc vous parler de l'IRM principalement. Dans la stratégie actuelle de détection du cancer de prostate avec les recommandations nationales, les données de la littérature sur les grands essais qui ont été publiés, qui sont disponibles sur le dépistage et la place de l'IRM. Et on verra donc les pistes, ce sur quoi il faut travailler pour avancer. Bon, très rapidement, on l'a déjà vu plein de fois ce matin. On sait que la stratégie de détection du cancer de prostate avant l'IRM, bien sûr, était une stratégie qui augmentait le diagnostic des lésions non significatives, qui ne trouvait pas les cancers qu'on cherchait, les cancers agressifs, et qui conduisait à la réalisation de biopsies inutiles, puisque les patients avaient une augmentation du taux de PSA, on n'avait pas la visibilité de la lésion dans la glande, on faisait des biopsies au hasard, et donc c'était totalement non contributif. Et l'IRM, bien sûr, a tout changé. L'IRM qui est maintenant, on travaille depuis peut-être les années 2000, un peu plus depuis les années 2010, c'est une longue histoire, mais il a fallu attendre les années 2019 pour qu'elle se place vraiment comme outil de triage, on va dire, comme outil de détection en première ligne du cancer de prostate. Et vous savez que maintenant, toute la stratégie de biopsie ou non biopsie va dépendre des résultats de l'IRM. Donc il y a un lourd de responsabilité pour l'IRM. L'IRM positive, on va faire des biopsies, on verra après le débat de systématique ciblée, périlésionnelle. Si c'est négatif, eh bien, on a fait un grand pas, puisque négatif veut dire probablement qu'on ne fait pas de biopsie. Alors, on a beaucoup entendu parler de PIRADS. Donc, PIRADS, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire, je vais le dire avec l'accent français, Prostate Imaging Report en Data System. Donc, c'est ce qui a permis finalement de monter tous ces essais. C'est la standardisation à la fois de l'acquisition et du compte-rendu de l'IRM. C'est ça qui a tout changé. Ce PIRADS, les premières versions ont été publiées en 2012, et c'est à partir de cette standardisation du compte-rendu et de techniques d'acquisition qu'on a monté finalement tous ces essais qui ont permis de valider définitivement la place de l'IRM comme outil de détection du cancer de prostate. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a un élément qui est très important, c'est que on sait justement avec toutes ces données scientifiques, et notamment cet essai PROMIS qui a été un des premiers essais majeurs, qu'il y a une corrélation entre le PIRADS et la présence d'une lésion cliniquement significative. Donc plus vous avez un PIRADS élevé, plus le risque d'avoir une lésion significative est important. Et ça, c'est des chiffres qui sont importants à se souvenir, parce qu'on va voir après que dans la stratégie de dépistage, si on choisit 3 ou 4, ce n'est pas la même chose. Vous voyez que le 3, qui était avant celui qu'on considérait comme positif, c'est seulement 20% de lésions significatives. 4 et 5, c'est 60 et 80. C'est des petits chiffres assez faciles. Mais ça, c'est important parce que c'est ce qui va conditionner les choix après de décision de biopsie. Donc, les deux grands essais, la performance de l'IRM, l'étude anglaise Précision, qui a vraiment fait encore passer un cap en montrant que l'IRM avant les biopsies permettait, 1, de trouver plus les cancers significatifs, 2, diminuer de façon très significative la lésion des lésions non significatives, et qu'on diminuait de 30% l'indication des biopsies. Et on va voir que dans d'autres essais, on diminue par 2 les indications de biopsie pour des patients donc, qui n'auraient aucun bénéfice à avoir ces biopsies. La performance de l'IRM, on a une très haute sensibilité, c'est plus de 90%. Là où on pêche, c'est en spécificité. C'est un examen qui est peu spécifique, et on va voir que l'intelligence artificielle, elle va nous permettre justement d'augmenter cette spécificité, parce qu'un radiologue, même un bon radiologue, sa spécificité est de moins de 40%, tout simplement parce que le cancer de prostate, il y a des tas de faux positifs, la prostatite, infectieuse, inflammatoire, tout ce que vous voulez, ça peut simuler le cancer, d'où cette faible spécificité. Bon, cependant, évidemment, il y a un rôle non débattu de la place de l'IRM avant les biopsies. On trouve mieux les cancers agressifs, on évite le diagnostic des lésions non significatives, ce dont on a parlé quasiment toute la matinée, et ça évite la réalisation des biopsies, qui sont quand même c'est un geste invasif, c'est anxiogène, il y a des risques infectieux, même si on passe par la voie périnéale. Bon, on veut éviter de faire des biopsies quand ce n'est pas utile. Donc ça, c'est les recommandations. Les dernières versions, elle a été publiée il n'y a même pas 10 jours. On vous les a montrées ce matin.
Et on va découper un petit peu justement le positionnement de l'IRM dans ces recommandations. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est pas comme la mammographie. L'IRM, elle n'arrive pas tout de suite. Voilà, vous recevez le courrier et vous allez à l'IRM. Il y a cette première étape qui est la première étape de l'évaluation avant l'IRM. Et on a vu ce matin les différents éléments, le PSA, mais finalement, ce n'est pas encore complètement bien défini. Nous, on voit beaucoup de patients arriver. Est-ce que c'est un PSA à 3, un PSA à 4 ? Et puis, il y a ce fameux petit marqueur PSA densité. On n'en a peut-être pas suffisamment parlé, mais finalement, le PSA, il n'est intéressant que si on le rapporte au volume de la prostate, puisqu'il est évidemment un marqueur du tissu prostatique en général. Donc, le plus on a un gros volume prostatique, le plus le PSA est élevé. Et cette évaluation de la densité de PSA avant l'IRM et puis après avec l'IRM, elle est très importante. Et là, on a encore besoin de travailler, de savoir comment est-ce qu'on pourrait l'évaluer au mieux avant l'examen pour nous adresser finalement les patients qui ont vraiment un bénéfice à avoir l'IRM. Ensuite, une fois qu'on a fait l'IRM, la stratégie de biopsie, et c'est là qu'on a fait un grand pas, c'est que quand l'examen est négatif ou douteux finalement, vous vous rappelez que le PIRADS 3, c'est seulement 20% de lésions significatives, et au changement de recommandation d'il y a 10 jours, on faisait encore des biopsies systématiques et ciblées sur ces patients-là. Et bien là, on a switché, parce que l'idée, c'est d'être moins invasif et vraiment de trouver les lésions les plus significatives. Donc les PIRADS 1, 2 et 3, maintenant, on peut s'affranchir des biopsies à une seule condition. Et c'est là où, si on a besoin d'avancer, il faut d'autres marqueurs. Il n'y a pas que l'imagerie qui est important, il y a l'histoire du patient, la génétique. On revient sur la densité de PSA, ce fameux marqueur qui est le rapport entre le taux de PSA et le volume prostatique. Et là, on va l'évaluer avec le calcul du volume en IRM. Et ça, c'est vraiment la meilleure façon de mesurer le volume prostatique. Donc tous ces petits marqueurs et probablement d'autres sur lesquels il faut qu'on travaille pour pouvoir juger si oui ou non le patient finalement doit bénéficier de biopsie si son examen est négatif. Alors l'EAU a tranché, PIRADS inférieur ou égal à 2 ou PIRADS 3, on peut s'affranchir des biopsies dans l'un et l'autre des situations, mais il faut toujours, c'est pas l'imagerie seule, c'est l'imagerie combinée avec d'autres marqueurs. Et ces marqueurs, il faut même si on a maintenant des éléments, il faut qu'on avance encore sur leur définition. Quand l'examen est positif, on a vu également que là, quand l'examen est positif, et c'est aussi ça que l'imagerie a tout changé, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle des biopsies ciblées. Biopsies ciblées, ça veut dire qu'on sait où est la tumeur, enfin la lésion dans la glande, et on va faire des prélèvements comme au tir à l'arc plus précisément, enfin tout du moins on va essayer de faire des prélèvements plus précis sur la lésion qu'on a identifiée en IRM, avec une question, c'est est-ce qu'il faut toujours faire des biopsies un peu partout dans la glande? Est-ce qu'on fait des biopsies ciblées, c'est-à-dire 2-3 prélèvements? Ou est-ce qu'on fait, comme on vous en a parlé ce matin, on sature un peu, c'est-à-dire qu'on va faire des biopsies au centre de la lésion et autour de la lésion? Encore faut-il pour cela avoir un moyen suffisamment efficace pour vraiment cibler. Et là aussi, on a du travail, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même qu'à l'avenir, on améliore aussi nos techniques de ciblage, même si on a des systèmes, des plateformes maintenant très sophistiquées pour ça. Donc, on sait qu'en faisant des biopsies sur la lésion et autour, des périlésionnelles, c'est comme ça qu'on arrive à avoir la meilleure détection, la meilleure caractérisation des lésions significatives de la prostate. Et là aussi, vous voyez que le AU a tranché, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers moins de biopsies systématiques et que des biopsies quand l'examen est positif et des biopsies sur la cible et autour de la cible. Qu'est-ce qu'on a dans les grands essais qui ont été publiés sur le dépistage? C'est plutôt un dépistage opportuniste, mais sur des grandes cohortes avec l'IRM. Je veux seulement vous en parler, enfin, je vais vous parler des deux principaux. L'essai de Hugoson qui a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2022, qui a comparé une stratégie PSA supérieure ou égale à 3, biopsie pour tout le monde, ou PSA supérieur ou égal à 3, IRM et target biopsy, c'est-à-dire des biopsies ciblées, si l'IRM est positive. Donc, vous voyez que c'est des cohortes très significatives. Hein. On a 38 775 patients initialement qui ont été invités. Ceux qui ont fait le dosage du PSA, près de 18 000 patients, donc avec le groupe référent ici qui a bénéficié d'un PSA et des biopsies systématiques, et le groupe expérimental, PSA plus IRM et des biopsies si l'IRM est positive. Et quand on compare les deux bras, on voit qu'on détecte beaucoup moins de lésions non significatives dans le groupe avec les biopsies ciblées. C'est ce qu'on cherche et c'est significatif. Donc le fait de placer l'IRM
suite après le PSA et d'indiquer les biopsies que si l'IRM est positif permet de réduire très significativement la détection des lésions non significatives. Et ça permet bien sûr de réduire le nombre de biopsies par 2. Un autre essai qui est aussi intéressant, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est dans une population plus jeune. Les populations plus jeunes, c'est des populations qui sont plus dures à analyser pour nous et c'est pourtant là où on peut avoir un grand bénéfice, notamment pour les patients qui ont des risques génétiques. Et il y a cet essai qui est l'essai PROBASE, qui donc cible une population de jeunes patients de moins de 45 ans. Là aussi, vous voyez qu'on a une population qui est très significative, avec plus de 20 000 patients. Là encore, c'est PSA supérieur ou égal à 3. On recontrôle le PSA et dans cette population, vous voyez que finalement, après 2 semaines, il y a moins de 1% des patients qui ont toujours un PSA qui est supérieur ou égal à 3. Donc, c'est l'intérêt de redoser le PSA. On voit que le toucher rectal n'a aucune valeur dans cette population-là et que par contre, l'IRM permet là encore de détecter mieux les cancers significatifs, d'éviter le nombre de biopsies et de réduire le nombre de détections des lésions non significatives. Ce qui est intéressant dans cet essai-là, c'est qu'on voit que le seuil que l'on donne pour déclencher la biopsie, entre le PIRADS 3 et 4, change tout. C'est-à-dire qu'on va petit à petit vraiment sur « je fais des biopsies que quand l'examen est positif et ultra positif », c'est-à-dire on est quasiment sûr qu'il y a une lésion significative, et ça, c'est le PIRADS 4 ou 5. Est-ce qu'on a des essais sur IRM d'emblée, sans rien avant, sans PSA, on va tout de suite à l'IRM? Eh bien oui, il y a des essais qui ont été faits qui donc évaluent la place de l'IRM en première ligne, sans aucune autre information en amont. Il y a 4 essais qui sont publiés actuellement. Il faut savoir que dans tous ces essais, c'est des short protocoles, c'est-à-dire on fait des IRM sans injection de produits de contraste, et c'est là où on va petit à petit arriver. Et dans ces essais, on voit qu'on diminue de façon très significative le nombre de biopsies quand on fait l'IRM, que, encore une fois, on augmente toujours la même chose, une meilleure détection des lésions significatives et moins de lésions non significatives. C'est des essais qui sont récents, mais c'est intéressant parce que petit à petit, on essaie d'évaluer la position de l'IRM avec PSA, quel seuil de PSA ou sans PSA. Alors vous allez me dire, oui, ça coûte très cher quand même l'IRM. C'est vrai, ça coûte cher. C'est un examen qui coûte cher. On n'a pas encore beaucoup de données médico-économiques, mais il y en a. Il y a cette méta-analyse qui est très intéressante et qui justement va évaluer les 2 trajectoires. Je fais le PSA, les biopsies, versus je fais le PSA, l'IRM et des biopsies que si l'IRM est positif. Alors oui, effectivement, il y a une augmentation du coût. Vous voyez ici le coût incrémental pour 1000 hommes. Mais cependant, on réduit le coût du diagnostic et du traitement de façon très significative et le coût des soins palliatifs. Donc, en fait, on augmente le coût, bien sûr, au moment du diagnostic, mais on va diminuer le coût après en termes de stratégie, en termes de traitement, de mise en place du traitement et éventuellement des complications qui sont derrière. Alors, comment on peut avancer ? Parce qu'on a vu que ça coûtait cher, c'est vrai que ça coûte cher. Et puis, on a un gros problème qui est le problème de la variabilité de lecture. Vous allez tous me dire, oui, mais l'IRM chez mon voisin, c'est pas la même que dans le centre expert à la Pitié ou c'est pas la même qu'à Marseille. On a ce problème de reproductibilité. Reproductibilité sur 2 versants qui sont la qualité des images. Et la qualité des images, c'est essentiel parce qu'un mauvais examen égale une mauvaise lecture. Et un problème de reproductibilité sur la variabilité de lecture d'un radiologue à l'autre. Donc, on a notre meilleur ami qui arrive. Notre meilleur ami, c'est l'intelligence artificielle. Donc, sur la qualité des images, on travaille en ce moment sur une certification, sur le fait de certifier des centres pour pouvoir, comme pour la mammographie, juger de la bonne qualité d'acquisition des IRM. Et ça, c'est très important. On travaille sur des critères aussi, qu'on a des critères qualité, qui sont les critères PIQUAL, pour ceux qui connaissent Prostate Imaging Quality, qui doivent normalement figurer maintenant dans les comptes rendus, c'est-à-dire que votre patient, ou si vous êtes clinicien, quand vous ouvrez le compte rendu, vous devriez avoir la première chose, c'est est-ce que l'examen est de bonne qualité ou pas, avec un score. Et seulement si le score est suffisant, on peut interpréter l'examen. Et puis on développe des outils d'aide, des outils qui sont en amont de l'aide au diagnostic pour nous permettre d'améliorer les séquences et d'améliorer la qualité. Donc là, c'est un premier apport de l'intelligence artificielle.
Sur le coût de l'examen, la rapidité et l'accessibilité, on disait ce matin, mais c'est vrai, est-ce qu'on a la capacité finalement de faire des IRM aux patients qui vont en avoir besoin? Rien que sur la capacité, le temps machine, on est assez pauvre en machine en France, mais le fait de faire des examens de plus en plus courts, ça veut dire sans injection de produits de contraste, et on a maintenant un essai très important qui est l'essai PRIME qui va être publié et dont on a les résultats qui montrent que l'examen sans injection de produits de contraste fait aussi bien qu'un examen avec injection de produits de contraste. C'était un design de non-infériorité, mais on détecte le même nombre de lésions significatives. Donc, c'est là où on va. Les examens sans injection de produits de contraste, ça va diminuer le coût de l'examen et ça va permettre, plutôt que de faire 3 patients par heure, de faire 6 patients par heure. Donc aussi, ça augmente l'accessibilité machine pour les patients. Mais ça va rester à évaluer en population générale. C'est toujours le problème, ces essais-là sont faits dans des centres super experts, avec des radiologues super experts, des qualités d'image super experts, etc., etc. Donc ça sera évalué. Après, on a l'outil d'aide au diagnostic qui ne sont pas encore complètement disponibles. On vous a montré ce matin les résultats de cet essai qui a été publié, qui est bien sûr une étude majeure, puisque c'est l'étude qui a été vraiment à partir de données très significatives, à peu près 10 000 données, 62 radiologues. Le challenge PICAI, pour nous, c'est une grande avancée qui a montré que oui, on diminuait le nombre de faux positifs. Et ça, c'est très important parce que c'est une des problématiques de l'IRM. Donc, l'intelligence artificielle permet de diminuer le nombre de faux positifs, permet de réduire le nombre de diagnostics d'ISUP1, et ça, comparativement à une lecture par des radiologues. Donc, c'est un gros avantage de l'intelligence artificielle, c'est de permettre d'augmenter la spécificité, de diminuer le nombre de faux positifs. Et c'est ce qu'on attend. Mais attention, ça, c'est la plus grosse étude qu'on a actuellement. Il y a des limites. Et là aussi, ça va faire partie des études qu'il va falloir mener dans les années à venir. Les bases d'apprentissage, elles sont très proches, c'est-à-dire que c'est des données qui sont extrêmement similaires avec un type de machine, de constructeur, pour ne pas le nommer, c'est Siemens, à 98% quasiment. Donc, il faut encore qu'on avance sur ces bases de données pour avoir des choses qui permettent de valider définitivement la place de ces outils. Donc, outils d'aide au diagnostic. Et puis après, il y a des tas de choses à faire en termes de dépistage sur la caractérisation des lésions, sur la prédiction de la réponse au traitement, sur les fusions d'images. Et là, fusion d'images, ce n'est pas uniquement IRM écho, ça va être aussi IRM TEP, bien sûr, et IRM lab virtuel. En fait, l'imagerie, pour la prise en charge du cancer de prostate, ça va combiner probablement à l'avenir les lames virtuelles en histologie, l'IRM, et probablement pour des stades plus avancés, l'IRM, le TEP, l'IRM et l'échographie avancée. Donc, on a du travail à faire pour cette prédiction de la réponse, sur la prédiction du choix du traitement, sur les modalités de fusion pour permettre d'aller mieux cibler les prélèvements et de faire davantage de traitements qui soient des traitements très, très ciblés. On m'a demandé de vous dire un tout petit mot de la surveillance active et de la place de l'IRM dans la surveillance active, qui est évidemment essentielle, puisque c'est grâce à l'IRM qu'on va permettre de sélectionner les bons patients, les patients qui ont des petites lésions ou des lésions quasiment non visibles, qui sont des lésions à bas risque. Puis on sait que l'IRM, elle apporte des informations en plus parfois de l'histologie, parce que on a parfois des patients qui ont des très volumineuses lésions et qui sont pourtant des lésions classées ISUP1, qu'on considère comme des bas risques. Et pourtant, on sait qu'à partir du moment où on voit quelque chose en IRM, c'est des patients qui ont une probabilité plus importante de sortir de la surveillance. Donc, il y a des phénotypes, il y a une expression phénotypique, il y a une importance de l'IRM qu'il va falloir creuser sur les parcours de ces patients en surveillance active, à l'inclusion et aussi dans le monitoring. On sait que c'est essentiel pour l'anxiété aussi des patients, d'avoir un outil qui est reproductible, qui permet de bien évaluer au cours du temps si c'est stable, si ça progresse. C'est à la fois important pour le clinicien, mais également pour le patient en termes de perte de chance éventuelle, mais surtout aussi de réassurance. Et donc, 2 dernières choses sur lesquelles je voulais insister, c'est pour avancer dans toutes ces questions sur l'imagerie, il y a en France vraiment cette problématique sur laquelle on essaie de travailler, c'est de constituer encore des bases de données qui sont très représentatives, multicentriques, prospectives, qui sont bien représentatives de la pathologie, en incluant par exemple les territoires d'outre-mer, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, on a encore beaucoup de travail
pour évaluer la place de l'IRM et justement développer ces outils qui vont nous aider en termes de diagnostic, de prédiction. Donc, il faut qu'on travaille sur ces bases de données. Et ça, c'est un travail qui est une collaboration entre les académiques, les chercheurs et puis aussi les industriels dont on a besoin pour ces gros projets de recherche en termes de développement, notamment en intelligence artificielle. Donc, l'optimisation de la recherche en imagerie pour la détection, le dépistage du cancer de prostate, il y a encore beaucoup de choses à faire. La combinaison et identifier les bons biomarqueurs avant l'IRM et avec l'IRM. Les protocoles d'acquisition, on a encore beaucoup de travail sur une homogénéité de l'acquisition et de la reproductibilité de ces protocoles et bien sûr aussi sur l'interprétation. On doit essayer d'avancer sur l'imagerie quantitative. Là, pour le moment, on est très pauvre en imagerie quantitative. C'est vraiment de l'imagerie et de la lecture. C'est très subjectif, finalement, l'interprétation de l'examen, quand on n'a pas l'intelligence artificielle. Et puis avancer sur la prédiction de la réponse au traitement, les traitements personnalisés, et probablement aussi sur ces systèmes de ciblage pour la biopsie et ciblage pour le traitement.